On se retrouve avec vous, Didier François, grand reporter spécialiste des questions de défense, Dominique Moisy, le géopolitologue, Arlette Chabot, éditorialiste politique, Laurent Saïm, journaliste spécialiste de questions internationales. On va écouter tout de suite Emmanuel Macron qui a parlé évidemment pendant cette conférence de presse. Enfin, ce voyage à Kiev, et pas tout seul, accompagné de Mario Draghi, d'Olaf Scholz et du président roumain. On va l'écouter. C'est sur le sol ukrainien que se joue la sécurité de l'Europe. Il apporte dans ses bagages la promesse de la candidature immédiate, du statut de la candidature immédiate pour l'Ukraine. Écoutez. Nous avons enfin évoqué ensemble notre volonté de confirmer par les actes, au-delà des mots, que l'Ukraine fait partie de la famille européenne. Face à la guerre, je le disais, le soutien des Européens s'est imposé comme une évidence. Nous avons en quelque sorte tous vu, perçu, mesuré la fragilité de la paix, si durement acquise après la Seconde Guerre mondiale et dont le souvenir douloureux est au cœur de l'histoire de la construction européenne. Cette guerre changera l'histoire de l'Europe. Cette guerre changera l'histoire de l'Europe et c'est en européen, Dominique Moisy, qu'il est venu. Parce que, comme Français, on attendait qu'il vienne avant. Il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées en disant il faut que le président aille à Kiev. Là, il a attendu. Et donc, pour répondre à ses opposants français aussi, il a cette photo de l'Europe. Oui. Alors, si on veut faire preuve d'ironie, on dira l'union des mous fait la force. C'est-à-dire que les trois pays qui se retrouvent là à Kiev sont ceux qui ont les positions les plus modérées, sinon molles, à l'égard de Moscou. Mais ça n'est pas neutre du tout. C'est quand même important que Draghi soit là, aux côtés de Macron, peut-être pour rendre plus facile la présence d'Olaf Scholz, peut-être aussi parce que Draghi lui-même a un problème avec son opinion publique qui est beaucoup plus, entre guillemets, positive à l'égard de Moscou qu'il ne l'est lui-même. Et il dit à son opposition, mais regardez, l'Italie existe, elle est devenue un grand d'Europe depuis le départ de la Grande-Bretagne. Je suis au même plan que la France et l'Allemagne. J'ai rejoint le club des trois. Et si j'ai pu le faire, c'est parce que j'ai trouvé une position intermédiaire, juste sur la question de la guerre en Ukraine. En fait, Olaf Scholz aussi a une opinion publique qui est assez réticente, malgré tout, sur le soutien à l'Ukraine. Un peu moins que l'opinion italienne. C'est ça. Et on a un Emmanuel Macron qui est en élection avec deux leaders, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui ne sont pas des fans ni de la livraison d'armes. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je vais me permettre, Ruth, d'avoir une analyse un peu américaine, parce que j'ai parlé à pas mal d'Américains aujourd'hui sur, Emmanuel Macron est enfin allé à Kiev, que pensez-vous? Et ce qui est très intéressant, c'est que pour eux, c'est l'Europe unie aujourd'hui qui s'affiche à Kiev. Pas la France. Il n'y a pas encore eu l'image d'Emmanuel Macron allant seul voir le président Zelensky. C'est vraiment l'unité européenne. Et lorsque vous parlez à des diplomates français, ils n'arrêtaient pas de dire si le président français va à Kiev, ce sera dans un sens européen, avant la fin de son mandat. Mais il y a pas mal de déceptions côté américain sur le fait que, d'une certaine manière, oui, Emmanuel Macron aujourd'hui est à Kiev, mais pas seul, et qu'à un moment donné, il y a pas mal d'Américains, des démocrates, qui expliquent, et qui vous posent la question, mais pourquoi il n'y a pas été plus tôt? Pourquoi il n'a pas été seul à Kiev? Pour l'opinion publique française, c'est plus fort qu'il y ait comme Européen et comme président de la présidence de l'Union européenne, non? Parce qu'il y avait aussi une logique au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, l'Européen, qui justement s'était distingué de ces deux concurrents qui étaient quand même, et même des d'autres, puis on rajoute aussi Éric Zemmour, plutôt des sympathies, pour faire simple et gentil, avec Poutine et la Russie. Lui, il avait une position très forte et très claire depuis le début. Et vous vous souvenez de l'effet drapeau aussi, parce que c'était celui qui engageait quand même très fortement la France. Il en a profité pendant l'élection présidentielle. Il est très pro-européen. Il gagne toujours, encore une fois, sur cette image d'européenne. Donc, tout le monde pensait, il y avait une logique
à aller, premier voyage d'un président réélu, c'était d'aller à Kiev et d'apporter le soutien de la France. Et seul, ce n'était pas contre les autres Européens, mais c'était d'y aller éventuellement seul. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien, mieux vaut tard que jamais, comme disait Dominique, mais c'est l'Europe qui est là. Tant mieux, c'est très bien d'avoir ces 4 qui sont ensemble pour envoyer un message clair. Mais du côté d'Emmanuel Macron, ça restera un mystère. Mais bon, c'est une force européenne quand même. Est-ce que ça préfigure quelque chose sur l'Europe? Alors, je dirais 2 choses pour revenir sur les propos d'Arlette Chabot. Le premier point, c'est que si il n'a pas été à Kiev seul, c'est peut-être un péché d'orgueil. Parce qu'il se disait, beaucoup de gens y ont été, je n'ai rien de spécifique à apporter, pourquoi ferais-je comme les autres? Mais en même temps, ce que va retenir l'histoire, c'est que le président en exercice de l'Union a montré à quel point l'Europe considérait que l'Ukraine était européenne, faisait partie d'elle. Donc ce geste de solidarité dans un moment particulièrement difficile sur le plan militaire me paraît le bienvenu. Et c'est ça que l'histoire retiendra. Ce n'est pas le langage du corps de Zelensky ou le reste. L'histoire aurait peut-être retenu, je me permets simplement, si tous les dirigeants européens avaient été ensemble à Kiev. Oui, les 27. Non, mais alors ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. La chose à faire. Il y a un sommet européen la semaine prochaine. On verra. Il est invité au G7, en tout cas déjà en Bavière, par Olaf Scholz. Alors, on va écouter Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur que j'ai rencontré tout à l'heure et qui a commenté un petit peu cette visite. Et puis on se retrouve pour écouter l'interview d'Emmanuel Macron par Marie Chantrey. Bonsoir Gérard Haraud. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur de France dans plusieurs pays du monde, dont les États-Unis. Vous avez suivi de près ce conflit qui rentre dans son 5e mois à présent entre l'Ukraine et la Russie. À Paris, vous connaissez évidemment, bien sûr, les diplomates, les militaires. Peut-être d'abord, à votre avis, quel est le sens de cette visite d'Emmanuel Macron aux côtés de Mario Draghi et de Olaf Scholz, l'Allemand, et du président roumain? C'est d'abord évidemment un sens avant tout symbolique, parce qu'aujourd'hui, avec des vidéos, on a toutes les conversations, toutes les négociations que l'on veut. Il était important que le président de la République s'y rende de manière symbolique, parce que d'une certaine manière, tous les autres dirigeants européens s'y étaient rendus avant lui, et donc le fait de ne pas s'y rendre devenait un message. Vous avez lu, vous avez entendu toutes ces questions, pourquoi est-ce qu'il n'y va pas? Voilà, il y est allé. Alors, il y est allé, mais en plus, il y va avec le président, avec les premiers ministres italiens et le chancelier Scholz, ce qui est une manière évidemment de dire que les 3 pays les plus importants de l'Union européenne sont sur la même ligne et soutiennent l'Ukraine. Oui, et en même temps, Olaf Scholz comme Mario Draghi ont besoin de la Russie, ne sont pas les premiers à avoir rompu avec la Russie. Ils ont mis du temps et on reproche aussi à Emmanuel Macron peut-être de vouloir avoir un discours sur comment éviter l'humiliation de la Russie. Donc ces 3 ensemble ne sont pas parmi les pays européens les plus durs sur la Russie. Exactement. Alors d'abord, il faut dire que c'est naturel que les Européens aient des visions différentes, parce qu'ils ont une histoire, une géographie différente. Si vous êtes portugais ou si vous êtes polonais, vous n'avez pas la même vision de la Russie. Deuxièmement, ce qui est important, c'est que finalement, les Européens ont pris des décisions en commun. Ils ont réussi à surmonter ces divisions, mais il est évident qu'il y a des nuances, des divisions entre les pays, ce que j'appellerais la ligne de front, les Polonais, les pays baltes, qui ont subi l'occupation soviétique et qui s'en souviennent, et qui ont l'armée russe à leur porte, et des pays comme l'Italie, l'Allemagne, la France, qui, pour de multiples raisons, sont peut-être moins va-t-en-guerre. Et n'oublie pas que s'il y a paix à la fin du compte, eh bien ce sera une paix négociée avec Poutine. Est-ce que c'est très compliqué d'organiser une visite comme ça? Comment on s'y prend? Comment ça se prépare, à votre avis? C'est compliqué pour des raisons tout simplement logistiques, parce que c'est pas sûr, ils ne peuvent pas prendre l'avion comme d'habitude, donc ils ont dû prendre le train, puis c'est quand même les emplois du temps de 3 personnes très très occupées, donc, et il ne fallait pas que les Russes le sachent, et les services russes le sachent, donc tout ça a dû être organisé entre les trois capitales. Et les 3 personnes se sont retrouvées, c'était une photo que tout le monde a vue,
descendu dans le même wagon de train. Ça rappelait d'autres époques, hein, le train pour arriver ensemble à Kiev. Et c'est quand même un symbole assez fort de les voir tous les trois ensemble. En même temps, on a aussi des images de la réunion avec Volodymyr Zelensky, où on ne sent pas le président ukrainien très chaleureux. Alors ça, maintenant, chacun va essayer d'interpréter le body language des autres. Hein, donc, je n'en sais rien. Mais de nouveau, c'est la guerre. Il y a des intérêts différents. Il y a aussi des analyses différentes. Il n'est pas anormal qu'il y ait, de temps en temps, qu'il y ait des désaccords. C'est vrai que sur le fond, Emmanuel Macron, arrivant à Irpin ce matin, a répété le soutien indéfectible de la France, de l'Europe à l'Ukraine, l'agression terrible dont a été victime le pays. Bon, il a un peu moins insisté sur ces fameux mots qui ont beaucoup choqué. Il ne faut pas humilier la Russie. Il ne l'a pas répété quand même depuis 48 heures, je dirais. Donc, c'est aussi ce message-là. C'est-à-dire qu'il équilibre un peu la position française ? D'abord, non, parce que la France, depuis le début, soutient pleinement l'Ukraine. Hein, donc, non, les propos du président de la République auxquels vous vous référez, je dirais que moi, personnellement, je pense qu'il a raison sur le fond, parce qu'à la fin, il faudra bien négocier avec la Russie, quoi que disent les va-t-en-guerre de Varsovie. Mais je dirais que ce n'est pas le moment. Alors, c'est pas le moment. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les deux parties, les Russes et les Ukrainiens, veulent se battre. Les Russes pensent qu'ils vont enfin gagner le gage dont ils ont besoin, et les Ukrainiens, eux, sont galvanisés par la nécessité de défendre leur pays. Donc, on va avoir pendant des semaines, voire des mois, des combats. Le moment n'est pas à la négociation. Et deuxièmement, l'expression « humilier la Russie » est un peu malheureuse, parce qu'on a l'impression qu'on dit « il ne faut pas faire de la peine aux Russes », au moment même où les Russes ont envahi l'Ukraine, bombardent l'Ukraine, massacrent les Ukrainiens, violent les Ukrainiennes. Donc je dirais que ce n'était pas le moment et ce n'était pas peut-être le vocabulaire nécessaire, même si sur le fond, le président a raison. Alors bon, c'est donc une forme de rééquilibrage aujourd'hui, avec un enjeu, le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Ça, c'est un enjeu très important pour l'Ukraine, qui pourrait être du coup annoncé la semaine prochaine par Bruxelles, par la Commission européenne. Et du coup, est-ce qu'on comprend le timing de cette visite, c'est-à-dire cette semaine, entre les deux tours des législatives pour les Français Moi, je pense que c'est plutôt avant le sommet, vous avez raison de dire, il va y avoir un sommet pour décider du statut d'adhésion de candidat de l'Ukraine à l'Union européenne. C'était le bon moment avec les Italiens et les Allemands. Si ces trois pays sont d'accord, avec tout le respect que je porte aux autres membres de l'Union européenne, eh bien, il me semble évident que l'Ukraine sera déclarée candidat à l'Union européenne. Cela étant, ensuite, comme Clément Beaune, le ministre des Affaires européennes, l'avait dit, ensuite, pour tout pays, ça prendra 10 et 15 ans avant de rejoindre l'Union européenne. Il faut en particulier prendre ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire aujourd'hui 170 000 pages de réglementation qu'il faudra intégrer dans la législation ukrainienne. Dans des mesures anticorruption extrêmement sévères et qui posent question un peu sur l'Ukraine d'avant la guerre en tout cas. Vous avez tout à fait raison, j'allais le dire, parce que c'est vrai que les Ukrainiens se battent admirablement, mais n'oublions pas quand même que l'Ukraine n'était pas un exemple en termes de corruption et un exemple en termes de démocratie. Donc c'est vrai que l'Ukraine n'est pas le candidat naturel à joindre l'Union européenne. Si la décision est prise aujourd'hui, ce sera avant tout une décision politique. Vu le sort que subit l'Ukraine aujourd'hui, je dirais, on ne va pas désespérer Kiev. Il faut faire ce geste qui, je le rappelle, est avant tout un geste politique, parce qu'ensuite, ça sera un long processus. On a commencé déjà à livrer des armes. On a déjà livré l'équivalent de 100 millions en armement. Et est-ce qu'il peut être prévu qu'on en livre encore longtemps et beaucoup ? Vous savez, c'est la question centrale. C'est une question... Alors, vous parlez des armements, il y a aussi la question financière, parce que les Américains ont voté 50 milliards d'aides. Ces aides, me dit-on, permettront à l'Ukraine de tenir jusqu'au mois d'octobre. Les
les Américains ne vont pas voter 50 milliards tous les 6 mois. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passera au mois d'octobre? Et puis aussi, en termes d'armement, ce n'est pas seulement la France, c'est un peu tous les pays européens qui, du fait de ce qu'on a appelé les dividendes de la paix, n'ont pas énormément de munitions, n'ont pas énormément d'armement lourd. Donc, or, on le voit bien, les Russes ont une écrasante supériorité matérielle par rapport aux Ukrainiens. Donc, c'est une vraie question. Est-ce que les Européens seront capables de prendre la relève des Américains à l'automne, en termes financiers d'abord, et également en termes d'armement et de munitions? Justement, les Américains, vous connaissez bien, évidemment, puisque vous vivez aux États-Unis, ils sont dans quel état d'esprit aujourd'hui? Donc, un très gros crédit, 50 milliards, 40, 50 milliards d'aides, mais l'opinion publique est toujours aussi sympathisante de la cause ukrainienne? Vous savez, l'opinion publique américaine ne s'intéresse pas énormément à la politique étrangère. Hein. Il y avait un sondage dans la perspective des élections législatives de novembre 2022 aux États-Unis, renouvellement de la Chambre et du tiers du Sénat. Le sujet politique étrangère était considéré par 1% des Américains comme étant un des sujets importants. Les États-Unis font face à l'inflation, font face à l'insécurité, et c'est un pays qui, de plus en plus, est un pays qui se replie un peu sur lui-même. Donc, je pense qu'à un moment, le risque est grand que les Américains disent aux Européens c'est quand même un problème européen. Nous avons fait largement notre part du chemin, surtout si l'on regarde les statistiques. Les Américains ont donné aux Ukrainiens quelque chose comme 12 ou 15 fois plus que le premier pays européen qui doit être le Royaume-Uni. Donc il y a un risque à l'automne de lassitude du côté des Américains. Mais du côté des Européens aussi, parce qu'à l'automne, nous risquons d'entrer dans une grave crise économique, inflation et peut-être même récession. Puis vous avez la lassitude de l'opinion publique pour tout sujet. Donc là, je pense qu'il y aura sans doute un moment de vérité, d'abord pour les belligérants qui seront sans doute épuisés par des mois de combat, et également pour les Américains et les Européens.